Marie pleurait, serrant la photo de son petit-fils contre son cœur, lorsque Stéphane la lui arracha brutalement des mains pour l'écraser sous son talon. « Adieu, les vieux inutiles », ricana-t-il en démarrant sa berline allemande en trombe. Mais ce qu'il ignorait, c'est que ces deux êtres qu'il méprisait gardaient un secret valant des millions, et que quelques jours plus tard, la vie se chargerait de lui présenter l'addition. Ce qui se produisit ensuite allait ébranler deux mondes à jamais. Jean arrosait avec soin ses géraniums dans le jardin de leur maison de campagne en Provence quand il entendit le grincement familier du portail. C'était Stéphane, arrivant avec cette mallette en cuir coûteuse sous le bras et une expression indéchiffrable sur le visage. Marie sortit de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier à fleurs, un sourire se dessinant sur ses lèvres comme chaque fois qu'elle voyait son fils unique. Il ne se doutait pas que ce serait la dernière fois qu'il foulerait le sol de cette maison. « Papa, maman, asseyez-vous. Il faut que je vous parle. » Stéphane désigna d'un geste sec les deux chaises en fer forgé sur la terrasse, à l'endroit même où Jean lui avait appris à faire du vélo, où Marie lui racontait des histoires sous la glycine en fleurs les soirs d'été. Cet espace de tendresse allait devenir le théâtre de la plus grande humiliation de leur existence. Marie s'installa dans son fauteuil préféré, celui que Jean avait acheté avec son premier salaire de maçon, un objet simple mais chargé de souvenirs. « Quelle bonne surprise de te voir, mon fils. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas vraiment discuté. » Elle ne remarqua pas la manière dont Stéphane évitait son regard, ni comment il manipulait nerveusement les papiers dans sa mallette. Voilà. Stéphane sortit un document officiel et le posa sur la petite table en plastique qui vacillait entre eux. « J'ai vendu la maison. L'acheteur prend possession des lieux lundi. Vous avez jusqu'à dimanche pour partir. » Le silence qui suivit fut si dense, si lourd, que même le chant des cigales sembla s'éteindre. Jean sentit le monde basculer. Marie cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle avait mal entendu. « Comment ça, tu as vendu la maison ? » « C'est notre maison, Stéphane. » « C'était, » corrigea-t-il froidement. Il ouvrit sa mallette et exhiba d'autres papiers. « Tout est là. La procuration que vous avez signée l'an dernier quand papa était à l'hôpital, vous vous souvenez ? Vous disiez que c'était pour que je m'occupe de vos papiers. » Jean se souvint. Il venait de sortir de chirurgie, encore groggy par les anesthésiants. Stéphane était apparu, insistant, « C'est pour faciliter les choses, papa, au cas où je devrais régler quelque chose pendant ta convalescence. » Il avait fait confiance. Quel père ne ferait pas confiance à son propre fils ? « Stéphane, tu ne peux pas nous faire ça. » Marie se leva, les jambes flageolantes. « Cette maison, c'est toute notre vie. Ton père a travaillé 40 ans pour pouvoir l'acheter. Tu es né ici, tu as grandi ici, et maintenant, je vais y vivre, » l'interrompit Stéphane en rangeant ses papiers avec un calme terrifiant. « Avec ma vraie famille. Je ne peux plus entretenir deux maisons. La mienne, et celle-ci, qui est devenue un dépôt de vieillerie. » Le mot « vieillerie » la déchira comme un éclat de verre. Jean sentit une douleur dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec son cœur fragile. C'était pire. C'était la douleur de découvrir que le fils qu'il avait élevé avec tant d'amour le considérait comme un déchet. « Mais où allons-nous habiter, mon fils ?» Marie tenta de saisir la main de Stéphane, mais il se recula. « Nous n'avons nulle part où aller. Notre maigre retraite paie à peine nos médicaments. Ce n'est plus mon problème. » Stéphane consulta sa montre de luxe comme s'il perdait son temps. « Vous m'avez donné la vie. Je vous ai remercié en m'occupant de vous pendant des décennies. Maintenant, nous sommes quittes. » « Des décennies ?» Jean trouva enfin sa voix, mais elle sortit rauque, brisée. « Stéphane, tu as quitté la maison à 20 ans. Quand est-ce que tu t'es occupé de nous ? En vous laissant vivre ici gratuitement, ça ne compte pas ?» Stéphane eut un rire qui glaça le sang de Jean. « Vous savez combien j'ai dépensé en taxes foncières, en rénovation ? Vous croyez qu'une maison s'entretient toute seule ? » Marie se mit à pleurer doucement, de ces pleurs contenus de ceux qui ne veulent pas déranger. « Mais mon chéri, nous avons toujours participé. Ton père a rénové toute la maison de ses propres mains. Je me suis occupé de toi quand tu étais malade. J'ai aidé ton ex-femme pendant son accouchement, et je vous en remercie, » dit Stéphane comme s'il concluait une réunion d'affaires. « Mais la gratitude ne paie pas les factures. Vous êtes vieux, vous ne produisez plus rien, vous ne faites que coûter. Il est temps que vous preniez votre vie en main. Monique,
la voisine, avait cessé de balayer son trottoir et écoutait manifestement la conversation. Stéphane le remarqua et haussa la voix. « Oui, Monique, vous pouvez écouter. Enfin, mes parents vont apprendre à être indépendants. » J'en vis la honte colorer le visage de la voisine. Monique et Marie étaient amies depuis 30 ans, elles s'échangeaient des recettes, prenaient soin des plantes l'une de l'autre. Et maintenant, elle assistait à l'humiliation de sa meilleure amie par son propre fils. « Stéphane, au moins, donne-nous un peu de temps pour trouver un endroit, » tenta Jean, essayant de conserver un reste de dignité, mais sa voix se brisa. « Quelques mois, quelques semaines, du temps. » Stéphane éclata de rire. « Papa, vous avez eu 70 ans pour vous préparer à la vieillesse. Ce n'est pas ma faute si vous n'avez rien planifié. » Marie courut à l'intérieur et revint avec un cadre photo. C'était la photo de son petit-fils, Lucas, le fils de Stéphane, souriant sur ses genoux. « Au moins, laisse-moi prendre la photo de Lucas. »« Lucas n'est plus votre petit-fils. » Stéphane arracha le cadre des mains de Marie et le jeta violemment par terre. Le verre vola en éclats, et le sourire de l'enfant fut coupé en deux. « Mon fils ne grandira pas en pensant que s'occuper de ses grands-parents est une obligation. » Marie tomba à genoux, essayant de rassembler les morceaux de la photo. J'en avais jamais vu sa femme pleurer de cette façon. Un sanglot de désespoir total, celui de quelqu'un qui perd tout en un instant. La maison, la dignité, le petit-fils, le fils. Maintenant, écoutez-moi bien. Stéphane attrapa un sac poubelle qui traînait sur la terrasse et commença à y jeter le linge que Marie avait étendu pour sécher. Vous pouvez prendre une valise chacun, le reste demeure. Tout ce qui est ici est à moi maintenant. Les vêtements aussi. J'en n'en croyais pas ses yeux. Stéphane, ce sont nos vêtements, que j'ai achetés, que j'ai payés, vous voulez les emporter? Achetez en d'autres. Stéphane noua le sac et le posa sur le trottoir, à côté des vraies ordures. Une valise chacun. Et encore, je suis généreux. Jean se précipita dans la maison. 40 ans de vie étaient là. La télévision qu'il avait achetée à crédit quand Stéphane était petit, la table où il prenait le repas en famille, le lit où Marie l'avait soigné pendant sa maladie. Tout allait rester pour le fils qui les expulsait comme des chiens. Il ouvrit l'armoire et prit la vieille valise qu'ils utilisaient pour voyager. Quelques vêtements, les médicaments pour la tension de Marie, le chapelet de sa mère, une photo de leur mariage. Quelle vie peut tenir dans une valise? Quand il revint sur la terrasse, Stéphane était au téléphone. « Chérie, je leur ai parlé. Lundi, la maison est libre pour le déménagement. Tu peux commander les nouveaux meubles. » Marie était toujours à genoux, essayant de recoller les morceaux de la photo avec ses larmes qui tombaient sur le verre brisé. « S'il te plaît, mon fils, laisse-moi au moins la photo, laisse-la, Marie. » Jean aida sa femme à se relever, la serrant fort contre lui. Une photo n'a pas besoin d'être entière pour que les souvenirs restent vivants. Stéphane termina son appel et regarda ses parents comme s'ils étaient deux étrangers faisant la manche à sa porte. Ah, et une dernière chose. Ne revenez pas pleurer ici. Ne revenez pas demander de faveur. À partir de maintenant, vous n'existez plus pour moi. Il entra dans la maison et claqua la porte. Jean et Marie restèrent là, sur la terrasse, lui tenant la vieille valise et elle, les fragments de la photo. 40 ans d'amour, de soins et de sacrifices venaient d'être jetés à la poubelle avec leurs vêtements. Monique s'approcha lentement, les yeux rouges. « Marie, vous pouvez rester chez moi ce soir. Demain, on réfléchira à quelque chose. » « Merci, Monique. » Jean soutint le bras de sa femme, qui tremblait comme une feuille. « Mais seulement pour ce soir. Nous ne voulons déranger personne. » Alors qu'ils commençaient à s'éloigner de la maison, ils entendirent le bruit du moteur de la voiture de Stéphane sortant du garage. Il s'arrêta à leur hauteur, baissa la vitre et cria assez fort pour que toute la rue entende « Adieu, les vieux. Maintenant, débrouillez-vous. » Il accéléra en faisant crisser les pneus, laissant derrière lui un nuage de fumée et 2 cœurs brisés sur le trottoir. Marie posa sa tête sur l'épaule de Jean et murmura « Il n'a aucune idée de ce qu'il vient de perdre. » Jean fronça les sourcils. Il y avait dans la voix de sa femme une certitude étrange, presque mystérieuse. Mais ce n'était pas le moment de poser des questions. Il était temps de trouver un endroit pour passer la nuit et d'essayer de comprendre comment 2 parents dévoués avaient pu créer un fils sans cœur. Ce qu'ils ne savaient pas,
c'est que ce ne serait que la première surprise d'une histoire qui était loin d'être terminée. La première nuit fut la plus longue de la vie de Jean et Marie. Monique leur avait offert le canapé de son salon, mais ils parvinrent à peine à fermer l'œil. Chaque bruit dans la rue faisait sursauter Marie, qui croyait que c'était Stéphane revenant pour achever son œuvre d'humiliation. Jean passa la nuit à fixer le plafond, se demandant où il avait échoué en tant que père. Monique, merci infiniment pour ton hospitalité. Jean se leva tôt, remettant en ordre les coussins du canapé. Mais nous ne pouvons pas rester plus longtemps. Nous avons déjà trop dérangé. Ne dites pas de bêtises, Jean. Vous êtes mes amis depuis des décennies. Monique leur servit un café noir, le seul qu'elle avait. Restez aussi longtemps que nécessaire. Non. Marie secoua la tête, les yeux encore gonflés d'avoir tant pleuré. Nous ne serons un poids pour personne. Nous avons déjà été un poids suffisant dans la vie de notre propre fils. Les mots étaient chargés d'une douleur qui tranchait l'air. Jean vit sa femme se blâmer, et cela lui faisait plus mal que tout. Ils avaient été des parents dévoués, des travailleurs honnêtes. Si Stéphane était devenu un homme sans cœur, ce n'était pas de leur faute. À 8 heures du matin, ils étaient dans la rue avec leur vieille valise. Monique avait insisté pour qu'il reste quelques jours de plus, mais Jean savait qu'il ne pouvait accepter. La voisine avait ses propres problèmes, ses propres dépenses. 2 bouches de plus à nourrir serait un fardeau qu'elle ne méritait pas de porter. Où allons-nous maintenant ? Demanda Marie, regardant la rue comme si c'était un lieu totalement inconnu. C'était étrange. Ils avaient vécu là pendant 40 ans. Ils connaissaient chaque recoin, chaque voisin, mais maintenant ils se sentaient aussi perdus que des touristes dans un pays étranger. Nous allons chercher un endroit à louer. Jean tenta de paraître confiant, mais tous deux savaient que leur maigre retraite ne couvrirait même pas le loyer le plus bas de la région. On trouvera bien quelque chose. Ils passèrent la matinée à visiter des agences immobilières. La réaction était toujours la même. Les agents regardaient les 2 personnes âgées aux vêtements simples et aux valises usées, s'enquéraient de leurs revenus, faisaient une grimace de dégoût et suggéraient qu'ils cherchent quelque chose de plus adapté à leur profil. Traduction, vous n'avez pas assez d'argent pour être ici. Adressez-vous au secours populaire ou aux services sociaux, leur lança une jeune femme d'un accent grave peine 20 ans sans même lever les yeux de son téléphone. Ou dans le centre-ville, il y a des pensions pas chères. Marie sortit de l'agence en larmes. Jean, il parle de nous comme si nous étions des mendiants. Nous ne sommes pas des mendiants, Marie. Nous sommes des gens dignes qui ont élevé un fils et travaillé toute leur vie. Jean serra fort la main de sa femme. Le problème ne vient pas de nous. Il vient de cette société qui ne valorise que ceux qui ont de l'argent. Ils étaient assis sur un banc de la place du village, partageant une baguette que Monique leur avait donnée, quand il se mit à pleuvoir. Une pluie fine qui devint vite un crachin glacial, trempant leurs vêtements et gelant leurs os. Ils se réfugièrent sous l'auvent d'un magasin, aux côtés d'autres sans-abri qui s'y trouvaient déjà. « Tiens, voilà les nouveaux », ricana un homme à l'odeur d'alcool, en les montrant du doigt. « Bienvenue au club des oubliés. » Marie se blottit derrière Jean, non par peur de l'homme, mais par la réalité qui la frappait. Quelques heures plus tôt, ils avaient une maison, une vie organisée, une dignité. Maintenant, ils étaient là, mouillés, affamés, accueillis par un sans-abri comme s'ils étaient des leurs. « Première fois dans la rue ? » demanda l'homme, d'un ton plus doux cette fois. « Ça se voit à vos têtes effarées. »« Nous espérons que ce sera la dernière, » répondit Jean, sans agressivité. L'homme était peut-être dans une situation pire, mais il n'avait pas perdu son humanité comme Stéphane. La pluie cessa en fin d'après-midi, mais ils restèrent là, ne sachant où aller. Marie essayait de sécher leurs vêtements humides. Jean regardait les gens passer sur le trottoir. Tout le monde était pressé. Tout le monde avait un endroit où aller, sauf eux. C'est alors qu'ils virent un jeune homme s'approcher. Il devait avoir 25 ans. Vêtements simples mais propres, un sac à dos et un plat du jour à la main. Il s'arrêta devant eux avec un sourire sincère, comme il n'en avait pas vu depuis longtemps. « Bonjour, vous allez bien ?» Il parlait doucement, avec respect, sans cette curiosité morbide de ceux qui veulent connaître la vie des autres pour ensuite en faire des commérages. « Nous allons bien, merci, » répondit Jean, tentant de garder sa dignité malgré la situation. « Excusez ma question, mais avez-vous un endroit où dormir ce soir ?» Le jeune homme s'accroupit à leur hauteur,
comme pour parler d'égal à égal, non comme quelqu'un qui rend service. Marie regarda Jean, ne sachant que répondre. Mentir, dire la vérité, demander de l'aide à un parfait inconnu? Non, décida Jean, optant pour l'honnêteté. C'est notre premier jour dans la rue. Premier jour, le jeune homme parut sincèrement inquiet. Que s'est-il passé? Notre fils nous a mis à la porte, dit Marie à voix basse, n'arrivant toujours pas à croire à ses propres mots. Il a vendu notre maison et nous a dit que nous n'étions plus son problème. L'expression du jeune homme changea complètement. Ce n'était ni de la pitié, ni de la gêne, mais de l'indignation pure. Quel genre de personne fait ça à ses propres parents? Le genre que nous avons élevé? Soupira Jean. Nous ne savons pas où nous avons fait une erreur. Vous n'avez fait aucune erreur. Le jeune homme se releva et leur tendit la main. Je m'appelle Léo, et vous allez dormir chez moi ce soir. Marie le regarda comme si elle n'avait pas compris. Pardon, mais, ce n'est pas grand-chose. C'est une petite chambre dans une auberge de jeunesse, mais il y a 2 lits et c'est mieux que la rue. Léo parlait d'une manière simple, naturelle, comme si c'était la chose la plus normale du monde d'héberger 2 inconnus. Jeune homme, c'est très gentil de votre part, mais nous ne pouvons pas accepter. Jean se leva aussi. Vous ne nous connaissez pas, vous ne savez pas qui nous sommes. Si, je sais. Léo sourit de ce genre de sourire qui réchauffe le cœur. Vous êtes 2 bonnes personnes qui traversent un moment difficile, et les bonnes personnes aident les autres bonnes personnes. C'est aussi simple que ça. Mais vous nous connaissez à peine, insista Marie, encore méfiante. Pourquoi aideriez-vous des étrangers? Parce que ma grand-mère disait toujours, traite les personnes âgées comme tu voudrais qu'on traite tes parents. Léo prit la valise de Marie sans cérémonie. Et j'aimerais que si mes parents se trouvaient dans une telle situation, quelqu'un les aide. Jean sentit ses yeux s'embuer. Il y avait longtemps qu'il n'avait vu une telle bonté. Le contraste avec Stéphane était brutal. Voici un étranger, offrant le peu qu'il avait, tandis que son propre fils leur avait refusé même un endroit pour dormir. Nous n'avons pas les moyens de vous payer, avoua Jean, gêné. Qui a parlé de payer? Léo commença à marcher, portant les 2 valises. La seule chose que je vous demande, c'est de vous sentir chez vous et de me raconter un peu votre vie. J'adore écouter les histoires des personnes plus expérimentées. Ils marchèrent en silence jusqu'à une rue modeste, où Léo s'arrêta devant une auberge de jeunesse simple mais propre. C'est ici. Ce n'est pas un palace, mais c'est honnête. La chambre était petite, en effet, mais bien rangée. 2 lits superposés, une armoire ancienne mais fonctionnelle, une fenêtre donnant sur une cour avec quelques plantes. C'était simple, mais il y avait quelque chose que la maison de Stéphane n'avait jamais eu, une chaleur sincère. Mettez-vous à l'aise. Léo posa les valises au sol et sortit le plat du jour de son sac à dos. J'ai ramené de la nourriture du travail. Ce n'est pas beaucoup, mais on peut partager. Marie regarda le plat puis Léo. Mon garçon, tu as travaillé toute la journée et tu as ramené de la nourriture pour toi. Nous n'allons pas te prendre ton dîner. Vous ne prenez rien. Je partage. Léo ouvrit la barquette et montra du riz, des haricots et un morceau de poulet. Ma grand-mère disait aussi que la nourriture partagée nourrit davantage. Ils mangèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Jean observait Léo et voyait en lui quelque chose qu'il avait cherché toute sa vie chez Stéphane, une bonté naturelle, une générosité sans attente de retour, un respect pour les aînés. Léo, dit Marie quand ils eurent fini de manger. Pourquoi faites-vous cela? Vraiment? Léo réfléchit quelques secondes avant de répondre. Parce que vous me rappelez mes grands-parents. Ils m'ont élevé quand mes parents sont morts dans un accident. Des gens simples, travailleurs, qui n'ont jamais eu grand-chose mais qui ont toujours partagé le peu qu'ils avaient. Et où sont-ils maintenant? Demanda Jean. Ils sont partis il y a quelques années, sourit Léo avec tristesse. Mais ils m'ont toujours appris que la famille, ce n'est pas seulement ceux qui partagent le même sang, c'est ceux qui partagent l'amour. Marie se mit à pleurer doucement. Nous avons élevé un fils pendant 42 ans et il n'a même pas appris un peu de cela. Alors vous avez donné votre amour à la mauvaise personne. Léo lui prit la main avec tendresse. Mais cela ne signifie pas que vous avez fait une erreur. Cela signifie que certaines personnes ne savent pas reconnaître la valeur de ce qu'elles reçoivent. À ce moment,
le téléphone de Léo sonna. C'était un numéro que Jean reconnut immédiatement. Stéphane. Comment avait-il obtenu le numéro de Léo? Allô? Répondit Léo sans se méfier. Écoute-moi bien, gamin. La voix de Stéphane était assez forte pour que tout le monde l'entende. J'ai appris que tu héberges deux clochards qui se disent mes parents. Léo regarda Jean et Marie, voyant la honte sur leur visage. Excusez-moi, qui est à l'appareil? Stéphane Lambert, le fils de ces deux sangsues que tu as recueillis. La cruauté dans sa voix était sans équivoque. Un conseil? Laisse tomber ces deux-là avant qu'ils ne deviennent un poids dans ta vie aussi. Monsieur Lambert, répondit Léo avec un calme impressionnant. Vos parents sont des personnes merveilleuses qui sont très bien accueillies ici. Merveilleuses? Ricana Stéphane. Attends qu'ils commencent à te donner du travail. Attends qu'ils tombent malades, qu'ils coûtent de l'argent. Là, tu comprendras pourquoi je me suis débarrassé d'eux. Léo raccrocha sans rien dire de plus. Jean et Marie étaient anéantis. Même de loin, Stéphane parvenait encore à les humilier. Ne l'écoutez pas. Léo rangea son téléphone et s'assit sur le lit. Les gens comme lui parlent pour les autres parce qu'ils sont incapables de voir au-delà de leur propre méchanceté. Il a raison sur un point, soupira Marie. Nous allons devenir un poids dans votre vie. Impossible. Léo sourit avec sincérité. Vous êtes déjà de la famille pour moi. Et la famille n'est jamais un poids, c'est une bénédiction. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des jours, Jean et Marie dormirent en paix. Ils avaient trouvé quelque chose de rare, un cœur bon, disposé à partager non seulement un toit et de la nourriture, mais un amour véritable. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Léo était sur le point de découvrir un secret qui changerait complètement le cours de leur vie. Léo se réveilla à 5 heures du matin, comme tous les jours. Le réveil n'eut même pas le temps de sonner. Son corps était habitué à la dure routine de travailler 16 heures par jour pour payer l'auberge. Il regarda Jean et Marie dormir dans les lits voisins et sentit le poids de la responsabilité lui serrer la poitrine. 3 bouches à nourrir avec un salaire de livreur, ce n'était pas une mince affaire. Bonjour, Marie. Elle était déjà réveillée, chuchotant pour ne pas réveiller Jean. Vous avez bien dormi? J'ai bien dormi, mentit Léo en enfilant son uniforme froissé. La vérité, c'est qu'il avait passé la nuit à calculer combien coûterait l'entretien des 2 personnes âgées. Nourriture, médicaments, dépenses. Il gagnait à peine plus de 1000 euros. Comment allait-il s'en sortir? Marie perçut l'inquiétude sur le visage du jeune homme. Léo, regrettez-vous de nous avoir amenés ici? La question le prit au dépourvu. Léo arrêta de lasser ses baskets et regarda la vieille dame qui l'observait avec des yeux remplis de peur. Peur d'être rejeté une fois de plus, de devenir un fardeau pour quelqu'un d'autre. Je ne regrette rien. Léo prit une profonde inspiration. Mais je vous avoue que je suis inquiet. Je ne sais pas si je vais réussir à tout gérer. L'honnêteté fit mal, mais elle était nécessaire. Marie baissa la tête, se sentant coupable. Nous sommes désolés. Nous savions que nous serions un problème. Vous n'êtes pas un problème. Léo s'assit au bord de son lit. Vous êtes des personnes qui méritent qu'on prenne soin d'elles. J'essaie juste de trouver comment le faire correctement. Jean se réveilla à ce moment et entendit la fin de la conversation. Jeune homme, si c'est trop lourd, nous comprenons. Nous ne voulons être un fardeau pour personne. Arrêtez avec ça. Léo se leva en prenant son sac de travail. Restez tranquille. Je vais travailler et à mon retour, nous discuterons de la façon d'organiser notre vie. Notre vie. Ces mots réchauffèrent le cœur de Marie. Cela faisait longtemps que quelqu'un ne les avait pas inclus dans une phrase parlant d'avenir. Léo partit au travail, et Jean profita qu'il soit seul pour attirer Marie dans un coin de la chambre. Il faut que je te parle de quelque chose d'important. Qu'y a-t-il? Marie vit l'air mystérieux de son mari et devint curieuse. Tu te souviens des papiers que je gardais au fond de l'armoire? Ceux dont tu me demandais toujours ce que c'était? Je me souviens. Tu disais toujours que c'était sans importance. Jean jeta un coup d'œil à la porte, vérifiant que Léo n'était pas revenu. Ce n'était pas sans importance, Marie. C'étaient les documents de l'héritage de mon père. Marie écarquilla les yeux. Quel héritage?
Ton père était pauvre. Mon père a toujours été pauvre, en effet. Mais son père, mon grand-père Robert, lui, était différent. Jean s'assit sur le lit, la voix basse. Il avait des terres, beaucoup d'argent. À sa mort, il m'a tout laissé dans son testament. Jean, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Marie saisit le bras de son mari. Si tu as hérité d'argent, pourquoi avons-nous vécu dans la gêne toute notre vie? Parce que je ne peux toucher à l'héritage qu'à mes 70 ans. C'était une condition que mon grand-père avait mise dans son testament. Jean sortit de la poche de son pantalon quelques papiers pliés. Et je fête mes 70 ans la semaine prochaine. Marie regarda les papiers comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Combien d'argent, Jean? 50 millions d'euros. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marie cligna des yeux plusieurs fois, essayant d'assimiler l'information. 50 millions? 50 millions, confirma Jean. Des terres qui sont devenues des lotissements, des actions, des investissements. Le tout géré par un cabinet d'avocats depuis des décennies. Marie se leva du lit en chancelant. Et Stéphane le sait? Stéphane l'a toujours su. La voix de Jean devint amère. Depuis qu'il est petit, il entendait les histoires sur l'arrière-grand-père richissime, mais il s'en est toujours moqué. Il disait que c'était des inventions de vieillards, que l'arrière-grand-père était un pauvre fou qui se croyait important. C'est pour ça qu'il ne s'y est jamais intéressé. Exactement. Stéphane a toujours méprisé mon père, méprisé les histoires de famille, méprisé nos valeurs. Jean rangea les papiers avec soin. Et maintenant, il nous a mis à la porte sans savoir qu'il venait de jeter 50 millions. Marie se rassit, essayant encore de digérer la révélation. Et qu'allons-nous faire maintenant? Nous irons au cabinet du docteur Pierre Lindy. C'est l'avocat qui s'occupe de l'héritage depuis 20 ans. Jean regarda la porte de la chambre. Mais d'abord, je dois prendre une décision importante. Quelle décision? Jean prit une profonde inspiration, comme quelqu'un qui se prépare à dire quelque chose qui va tout changer. Je vais retirer Stéphane de l'héritage et mettre Léo à sa place. Comment? Marie faillit crier, mais se retint pour ne pas attirer l'attention. Le testament me permet de choisir qui hérite si l'héritier initial n'est pas digne. Jean montra un passage du document. Mon grand-père était sage. Il savait que les enfants biologiques ne méritent pas toujours ce que leurs parents leur laissent. Marie regarda de nouveau la porte, pensant à Léo, travaillant sous un soleil de plomb pour soutenir 2 étrangers apparus dans sa vie. Stéphane nous a mis à la porte. Léo nous a hébergés sans nous connaître. Stéphane nous a traités comme des déchets. Léo nous traite comme sa famille. Jean replia les papiers. La décision est prise. Léo héritera de tout. Mais il ne sait rien. Il est là-bas, à s'inquiéter de comment il va nous nourrir. C'est justement pour ça qu'il le mérite. Jean sourit pour la première fois depuis des jours. Les bonnes personnes font le bien sans attendre de récompense. À ce moment, ils entendirent des pas dans le couloir. Léo revenait plus tôt que d'habitude. Jean cacha rapidement les papiers. Salut tout le monde. Léo entra dans la chambre avec une expression étrange. J'ai eu un problème au travail. Quel genre de problème? Demanda Marie, inquiète. Mon patron m'a renvoyé. Léo se jeta sur le lit, passant les mains dans ses cheveux. Il a dit que des rumeurs circulaient dans l'entreprise, que je soutenais des mendiants, que ça nuisait à l'image de la société de livraison. Jean sentit le sang lui monter à la tête. Qui propage ça? Pas besoin d'être un génie pour deviner. Léo montra son téléphone. Stéphane m'a appelé ce matin pour me demander où je travaillais. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai répondu. 1 heure plus tard, j'étais viré. Marie se mit à pleurer de rage. Non seulement il nous met à la porte, mais il veut aussi détruire ceux qui nous aident. Il m'a dit quelque chose au téléphone qui ne m'est pas sorti de la tête. Léo les regarda tous les deux. Il a dit que vous cachiez quelque chose, que vous n'étiez pas des gens simples comme vous en aviez l'air. Jean et Marie se regardèrent. C'était l'heure de vérité. Léo, assieds-toi. Jean fit signe au jeune homme de s'approcher. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Léo s'assit sur le lit, voyant le sérieux sur leur visage.
Qu'est-ce que c'est? Jean sortit de nouveau les papiers de sa poche. Nous ne sommes pas pauvres, Léo. Nous sommes très riches. Comment ça? Léo regarda les documents sans comprendre. J'ai hérité d'une fortune de mon grand-père. 50 millions d'euros. Jean parla lentement, voyant le choc se former sur le visage de Léo. Je ne peux y accéder qu'à mes 70 ans, ce qui arrive la semaine prochaine. Léo resta silencieux un long moment, assimilant l'information. Quand il parla enfin, sa voix était différente. Vous avez 50 millions? Nous les aurons, confirma Marie. Mais Léo, tu as perdu ton emploi à cause de nous. Stéphane a détruit ta vie pour nous atteindre. Et il y a plus. J'en pris une profonde inspiration. Je retire Stéphane de l'héritage et je te mets à sa place. Quoi? Léo se leva d'un bond, comme s'il avait reçu un choc électrique. Vous êtes fou? Je ne peux pas accepter ça. Si, tu le peux. Jean se leva aussi. Stéphane nous a abandonnés quand nous avions le plus besoin de lui. Tu nous as accueillis quand nous avions le plus besoin de toi. Il est le fils du sang, mais tu es le fils du cœur. Léo se mit à faire les 100 pas dans la petite chambre. Les gens, c'est de la folie. 50 millions? Je n'ai même jamais vu 100 000 euros de ma vie. Eh bien, tu verras 50 millions. Marie sourit à travers ses larmes. Parce que les bonnes personnes méritent de bonnes choses. Mais je n'ai fait que ce que toute personne décente aurait fait. Léo s'arrêta devant eux. Je ne mérite pas d'être récompensé pour avoir un cœur. Si, tu le mérites. Jean posa les mains sur les épaules du jeune homme. Parce que dans ce monde pourri, où un fils met son père à la porte, trouver quelqu'un avec un cœur vaut plus que tous les diamants du monde. Léo se rassit, encore sous le choc. Et Stéphane, il sait quelque chose? Stéphane le découvrira lundi, quand nous irons chez le notaire. Jean sourit d'une manière que Marie n'avait pas vue depuis des années. Il découvrira qu'il a méprisé une fortune pour se débarrasser de deux vieux inutiles. Et il découvrira que cette fortune ira au jeune homme qu'il a tenté de détruire aujourd'hui, compléta Marie. Léo les regarda, voyant l'amour, la gratitude et la détermination dans leurs yeux. Vous êtes sûr de ça? Absolument, répondirent Jean et Marie en chœur. À ce moment, le téléphone de Léo sonna. C'était de nouveau Stéphane. Cette fois, Léo répondit en haut-parleur. Alors, gamin? Déjà fatigué de mes parents? La voix de Stéphane était moqueuse. J'ai appris que tu avais perdu ton emploi. Bien fait. C'est ce qui arrive quand on soutient des parasites. Léo regarda Jean, qui lui fit signe de continuer à faire semblant de ne rien savoir. Stéphane, pourquoi as-tu fait ça? Je ne faisais qu'aider deux personnes. Parce que tu ne comprends rien à la vie. Stéphane éclata de rire. Mes parents sont des experts pour manipuler les gens gentils comme toi. Ils jouent les victimes, font du drame, et ensuite ils te sucent jusqu'à la moelle. Ils n'ont rien sucé du tout. Ils ont juste, laisse-moi te donner un conseil, Léo, l'interrompit Stéphane. Laisse tomber ces deux-là avant qu'ils ne détruisent ta vie comme ils ont détruit la mienne. Ce fut au tour de Léo de rire. Détruit ta vie? Comment? 42 ans à être père et mère, à soutenir deux inutiles qui ne m'ont jamais rien donné en retour. La cruauté dans la voix de Stéphane était incroyable. Toi, au moins, tu n'as perdu qu'un emploi. Moi, j'ai perdu toute ma jeunesse. Léo raccrocha et regarda Jean et Marie. Lundi, il découvrira ce qu'il a vraiment perdu. Marie prit la main des deux hommes. La justice ne fait jamais défaut, elle prend juste parfois son temps. Ce que Stéphane ne savait pas, c'est qu'il venait de sceller son propre destin. Dans quelques jours, il découvrirait qu'il avait échangé 50 millions d'euros contre une vengeance mesquine et que le « gamin » qu'il avait tenté de détruire deviendrait l'une des personnes les plus riches de la région. Le lundi arriva avec une pluie fine qui semblait annoncer des changements. Jean se réveilla avant le lever du soleil, avec des papillons dans l'estomac. C'était le jour de ses 70 ans, le jour où il aurait enfin accès à l'héritage qui changerait tout, le jour où il ferait payer à Stéphane sa cruauté. Nerveux? Demanda Marie en voyant son mari manipuler les papiers pour la 10e fois. Un peu. Jean plia les documents et les rangea dans la poche de sa chemise.
Ce n'est pas tous les jours qu'on change le destin d'un patrimoine. Léo était assis sur son lit, encore en train d'assimiler tout ce qu'il avait découvert. 2 nuits de mauvais sommeil, à essayer de comprendre comment sa vie avait basculé en quelques heures. Vous êtes absolument sûr de ça? Je ne veux pas que vous le regrettiez plus tard. Léo, arrête de demander ça. Marie s'assit à côté de lui. La seule chose que nous regrettons, c'est de ne pas t'avoir connu plus tôt. Le cabinet d'avocat du docteur Pierre se trouvait au cœur d'une ville historique de la Loire, dans un immeuble ancien mais imposant. Jean, Marie et Léo entrèrent dans la réception élégante, contrastant avec leurs vêtements simples. La secrétaire les regarda avec cette expression qu'ils connaissaient bien. Un dédain à peine dissimulé. « Vous avez rendez-vous » demanda-t-elle sans lever les yeux de son magazine. Jean Lambert. Le docteur. Pierre m'attend depuis 20 ans. Jean parla avec une autorité que la secrétaire n'attendait pas de quelqu'un d'aussi simplement vêtu. Elle vérifia son agenda et son expression changea complètement. M. Lambert, le docteur a dit que vous étiez la priorité absolue. Veuillez entrer. Le docteur. Pierre était un homme de 60 ans, cheveux grisonnants, costume coûteux, mais avec des yeux bienveillants qui témoignaient de décennies d'expérience. En voyant Jean, il afficha un sourire sincère. Jean, le jour est enfin arrivé. Il se leva et les salua chaleureusement tous les trois. 70 ans. Félicitations. Votre héritage est intact, il produit des intérêts depuis 2 décennies. Docteur, je dois faire une modification importante au testament. Jean alla droit au but. Je veux retirer mon fils Stéphane comme héritier et mettre Léo à sa place. Le docteur. Pierre s'arrêta au milieu de la poignée de main, l'air surpris. Jean, c'est une décision très sérieuse. En êtes-vous sûr? Stéphane est votre seul fils. J'en suis absolument certain. Jean s'assit dans le fauteuil en cuir. Mon fils m'a mis à la porte, a vendu ma maison et a même tenté de détruire la vie de la personne qui m'a aidé. Et ce jeune homme est? Le docteur. Pierre regarda Léo avec intérêt. Léo, la personne la plus digne que j'ai jamais rencontrée. Jean posa la main sur l'épaule du jeune homme. Il nous a hébergés quand Stéphane nous a jetés à la rue. Il a perdu son emploi à cause de nous. C'est le fils que tout père voudrait avoir. Le docteur. Pierre s'assit à son bureau en prenant un dossier épais. Jean, comprenez-vous que vous transférez 50 millions d'euros? Je le comprends parfaitement. Jean regarda Léo, qui était pâle. Et je comprends que certaines personnes méritent cette somme plus que d'autres. Puis-je demander ce que votre fils a fait exactement? Marie se pencha en avant, la voix chargée de douleur. Il nous a mis à la porte comme si nous étions des déchets. Il a dit que la gratitude ne payait pas les factures, que nous n'étions plus son problème. Il a piétiné la photo de son propre fils, notre petit Lucas. Il a jeté nos vêtements à la poubelle, nous a humiliés devant les voisins, continua Jean. Le docteur. Pierre secoua la tête, choqué. Et même en connaissant l'héritage, il l'a toujours su, mais il a méprisé les histoires de son arrière-grand-père. Il les appelait des inventions de vieux pauvres. Jean soupira. La cupidité aveugle certaines personnes. La bonté ouvre les yeux des autres. À ce moment, la porte du bureau s'ouvrit violemment. Stéphane entra comme une tornade, le visage rouge de colère, suivi par la secrétaire affolée. « Excusez-moi, docteur. » Il a forcé l'entrée. « Ce n'est pas grave, Chloé. Vous pouvez retourner à votre poste. » Le docteur. Pierre resta calme, mais Jean sentit la tension dans l'air. Stéphane les regarda tous les trois avec un mépris total. « Alors, c'est ici que vous êtes venus pleurer, raconter des mensonges pour avoir un avocat gratuit ?» Stéphane, se leva Jean. « Qu'est-ce que tu fais ici? » « Je protège mes intérêts. » Stéphane s'approcha du bureau de l'avocat. « Docteur, je ne sais pas quelle histoire ces deux-là vous ont racontée, mais ce sont des menteurs professionnels. Ils ont vécu à mes crochets toute leur vie. » Le docteur. Pierre croisa les bras, observant. « M. Lambert, j'imagine que vous ne savez pas pourquoi votre père est ici. » Bien sûr que si. Ils sont venus vous duper pour obtenir quelque avantage.
Stéphane rit cruellement. Ils ont dû inventer qu'ils avaient un héritage caché. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le docteur. Pierre et Jean se regardèrent. Marie tenait la main de Léo, qui était tendue comme une corde de violon. Ils n'ont rien inventé, dit lentement le docteur. Pierre. Votre père a réellement un héritage. 50 millions d'euros, pour être exact. La couleur quitta le visage de Stéphane. Il regarda son père, l'avocat, les documents sur la table. Comment ça, 50 millions? L'héritage de votre arrière-grand-père. Votre père en a pris le contrôle aujourd'hui, pour son 70e anniversaire. Le docteur. Pierre ouvrit le dossier. Tout est là. Terre, investissement, actions, gérés par ce cabinet depuis 20 ans. Stéphane chancela, s'appuyant contre le mur. Papa, tu as toujours eu 50 millions. J'ai toujours su que je les aurais, répondit Jean fermement. Et tu l'as toujours su aussi. Tu n'y as juste jamais cru. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? La voix de Stéphane était désespérée. Je te l'ai dit toute ta vie, répondit Jean avec une calme douleur. Chaque fois que tu riais des histoires de l'arrière-grand-père, chaque fois que tu les appelais des inventions de vieillards, chaque fois que tu disais que notre famille ne valait rien. Stéphane s'approcha de son père, le désespoir se lisant dans ses yeux. Papa, je ne savais pas que c'était vrai. Je pensais que c'était juste des histoires. Et même si ce n'était que des histoires, cela justifiait de me mettre à la porte? Jean croisa les bras. Cela justifiait de piétiner la photo de ton propre fils? Papa, cela justifiait de nous appeler des parasites? Se leva également Marie. De jeter nos vêtements à la poubelle comme si nous étions des mendiants? Stéphane se tourna vers Léo, qui était resté silencieux, observant tout. Et ce type, qu'est-ce qu'il fait ici? Léo est ici parce qu'il est le nouvel héritier, dit calmement le docteur. Pierre, comme s'il commentait la météo. Quoi? Cria Stéphane si fort que la secrétaire a dû l'entendre de l'extérieur. Comment ça, le nouvel héritier? Votre père transfère l'intégralité de l'héritage à Léo. Le docteur. Pierre montra les documents. Il en a le droit, selon les clauses du testament original. Stéphane regarda Léo avec une haine qui lui glaça le sang. Espèce de ver. C'est toi qui les as montés contre moi? Léo se leva lentement, la voix ferme mais sans agressivité. Je n'ai monté personne contre personne, Stéphane. Tu as fait ça tout seul. Tout seul? Stéphane s'avança vers Léo, mais Jean s'interposa. Je me suis occupé de ces deux-là toute ma vie. Occupé? Quand? Léo garda son calme, mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Quand tu les as mis à la porte, quand tu m'as fait perdre mon emploi pour les avoir aidés, quand tu les as appelés des parasites? Ce sont des parasites. Stéphane était hors de contrôle maintenant. Et tu n'es qu'un idiot de plus qui est tombé dans leur piège. Le docteur. Pierre frappa du plat de la main sur son bureau. M. Lambert, si vous ne vous calmez pas, j'appelle la sécurité. Docteur, s'il vous plaît. Stéphane changea de ton, essayant de paraître rationnel. Ce jeune homme manipule manifestement mes parents. 50 millions peuvent faire inventer de la bonté à n'importe qui. Léo ne sait rien depuis 2 jours, dit Jean fermement. Il nous a aidés quand il pensait que nous étions pauvres. Il a perdu son emploi à cause de nous, a partagé le peu qu'il avait. Et toi, qu'as-tu fait? Marie regarda son fils avec déception. Tu nous as humiliés, mis à la porte, tenté de détruire celui qui nous a aidés. Stéphane tomba à genoux au milieu du bureau, les larmes coulant sur son visage. Papa, je t'en supplie. Pardon, je ne savais pas. Si j'avais su que vous aviez de l'argent, et voilà le problème, Stéphane. Jean regarda son fils à terre. Tu ne demandes pardon que parce que tu as découvert l'argent. Où était ce remords quand tu nous as vus dormir dans la rue? Papa, donne-moi une chance. Je peux changer. Tu as eu 42 ans de chance, dit Marie en essuyant une larme. Maintenant, il est trop tard. Le docteur. Pierre prit les documents. Jean, je confirme. Vous voulez transférer tout l'héritage à Léo? Jean se tourna vers Léo,
qui était clairement mal à l'aise avec la situation. « Léo, acceptes-tu d'être notre vrai fils ?» Léo regarda Stéphane à terre, pleurant désespérément. Il regarda Jean et Marie, qui l'observaient avec un amour inconditionnel. « J'accepte, mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda le docteur. « Pierre. Stéphane peut changer, il peut apprendre. » Léo prit une profonde inspiration. « S'il prouve qu'il a vraiment changé, qu'il travaille honnêtement, qu'il s'occupe de ses parents comme il se doit, je partagerai l'héritage avec lui. » Stéphane releva la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. « Tu ferais ça ?»« Je le ferai, mais ce devrait être un vrai changement, pas une comédie pour l'argent. » Le docteur. Pierre sourit. « Intéressant. Je peux rédiger un document avec cette condition ?» Jean regarda Léo avec fierté. « Maintenant, je comprends pourquoi tu mérites cet héritage. » Stéphane était toujours à terre, mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Peut-être était-ce l'espoir. Peut-être était-ce la première vraie leçon d'humilité de sa vie. « Docteur, » dit Jean en tendant la main. « Vous pouvez préparer les documents. Léo est officiellement mon héritier. Et Stéphane a une seconde chance de devenir le fils que j'ai toujours voulu avoir. » Quand ils quittèrent le bureau, une nouvelle dynamique s'était installée. Léo était désormais l'un des hommes les plus riches du pays. Stéphane avait perdu 50 millions, mais avait gagné la première véritable opportunité de sa vie de devenir une meilleure personne. La vraie justice ne faisait que commencer. La nouvelle se répandit dans la région comme une traînée de poudre. En moins de 24 heures, tout le monde savait que le modeste livreur était devenu multimillionnaire et que le fils modèle, Stéphane Lambert, avait perdu une fortune pour avoir maltraité ses propres parents. Les réseaux sociaux s'enflammèrent de commentaires, de mèmes et de théories sur l'histoire la plus commentée de l'année. Léo se réveilla dans un grand hôtel parisien, où le docteur Pierre avait insisté pour qu'il séjourne. Jean et Marie étaient dans le lit voisin, essayant encore d'assimiler le changement radical de leur vie. La chambre coûtait plus cher par nuit que ce que Léo gagnait en un mois comme livreur. « Je n'arrive pas à croire que c'est réel. » Léo regarda par la fenêtre du 10e étage, voyant la ville en contrebas. « Hier, je m'inquiétais pour le loyer de l'auberge. Aujourd'hui, j'ai 50 millions sur mon compte. C'est bien réel, mon fils. » Marie s'approcha de lui, portant toujours la même robe simple. « Et tu mérites chaque centime. » Le téléphone de Léo sonna. C'était un numéro inconnu. Il répondit avec une certaine appréhension. « Léo. » La voix de l'autre côté était celle d'une femme nerveuse. « C'est Sandrine, de l'entreprise où vous travaillez. Mon patron a appris votre nouvelle situation et aimerait discuter d'une réembauche. » Léo eut un rire amer. « Sandrine, la semaine dernière, votre patron m'a viré parce que je nuisais à l'image de l'entreprise. Maintenant, il veut me réembaucher? C'est que les choses ont changé, n'est-ce pas? Monsieur est maintenant une personne de prestige dans la ville. » Je vois. Léo regarda Jean, qui écoutait la conversation. « Dites à votre patron que les personnes de prestige ne travaillent pas dans des entreprises qui virent leurs employés parce qu'ils ont un cœur. » Il raccrocha et immédiatement, le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était un journaliste de la télévision locale. « Monsieur Léo, ici Nicolas Martin pour France 3 Régions. J'aimerais faire une interview sur votre histoire inspirante. » Le public est impatient de connaître le jeune homme qui, Léo raccrocha sans laisser l'homme finir. « Comment ont-ils eu mon numéro? » L'argent fait découvrir n'importe quoi aux gens, soupira Jean. « Prépare-toi, mon fils. Maintenant, tout le monde voudra être ton ami. » Comme pour confirmer cette prophétie, on frappa à la porte de la chambre. C'était Stéphane, mais un Stéphane différent. Cheveux peignés, barbe faite, costume propre. Dans ses mains, un bouquet de fleurs et une boîte de chocolat. « Papa, maman, dit-il à voix basse, humblement. Puis-je entrer? » Jean regarda Marie, qui fit un geste affirmatif. « Tu peux. » Stéphane entra dans la chambre comme on entre dans une église, respectueux, presque révérencieux. « J'ai apporté des fleurs pour maman et des chocolats pour vous. » Il tendit les cadeaux, les mains tremblant légèrement. « Merci, mon fils. » Marie prit les fleurs, mais il y avait de la prudence dans sa voix. « Elles sont très belles.
Papa. Stéphane se tourna vers Jean. Je suis venu vous demander pardon, vraiment. Pas pour l'argent, mais pour ce que je vous ai fait. Stéphane, commença Jean, mais son fils l'interrompit. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Stéphane s'agenouilla au milieu de la chambre, devant eux trois. J'ai été un fils terrible, égoïste, cruel, inhumain. Je ne mérite pas le pardon, mais je vous supplie de me donner une chance de montrer que je peux changer. Léo observait la scène en silence. Il y avait quelque chose dans la performance de Stéphane qui ne sonnait pas tout à fait sincère. Peut-être la façon dont il regardait discrètement la montre en or au poignet de Léo. « Relève-toi, Stéphane, dit Marie gentiment. Tu n'as pas besoin de t'agenouiller. »« Si, j'en ai besoin, continua Stéphane à genoux. J'ai besoin de ressentir un peu de l'humiliation que je vous ai fait subir. » Il se tourna vers Léo. « Et je dois te demander pardon à toi aussi. J'ai détruit ton emploi, j'ai essayé de ruiner ta vie. »« C'est déjà pardonné, » répondit Léo, mais sans émotion dans la voix. « Non, ça ne l'est pas. » Stéphane secoua la tête. « Le pardon se gagne par des actes, pas par des paroles. » C'est alors qu'il sortit une clé de sa poche. « Papa, c'est la clé de notre maison. Retournez-y. Elle est à vous. Elle l'a toujours été. » Jean prit la clé, ému. « Stéphane, et ce n'est pas tout. » Stéphane se leva, sortant une mallette de sa voiture. « J'ai vendu mon appartement haussmannien à Lyon aujourd'hui. Tout l'argent est là. » Il montra un chèque. 300 000 €. C'est pour vous. Marie se mit à pleurer. Voir son fils faire un geste aussi grand toucha son cœur de mère. Mon fils, tu n'avais pas besoin, si, j'en avais besoin. Stéphane serra ses parents dans ses bras et, pour la première fois depuis des années, l'étreinte sembla sincère. Maintenant, je vais prouver que je mérite une seconde chance. Léo continuait d'observer. Quelque chose le dérangeait encore. Stéphane, je peux te poser une question? Bien sûr. Si l'héritage avait été de 5 000 € au lieu de 50 millions, serais-tu ici de la même manière? La question prit Stéphane au dépourvu. Il hésita quelques secondes avant de répondre. Bien sûr que oui. Il s'agit de la famille, pas de l'argent. Alors ça ne te dérangerait pas si je donnais tout l'héritage? Léo croisa les bras. Si je donnais tout à des œuvres de charité aujourd'hui même. Le visage de Stéphane pâlit instantanément. Non, non, ce n'est pas ça. C'est que quoi? Léo s'approcha de lui. Si c'est une question de famille, l'argent ne devrait pas importer. Léo, ne fais pas ça. Stéphane perdit complètement son sang-froid. S'il te plaît, réfléchis bien. 50 millions peuvent aider beaucoup de gens, y compris notre famille. Notre famille? Répéta Léo avec ironie. Depuis quand sommes-nous une famille? Jean et Marie observaient la confrontation en silence, voyant deux vérités se révéler en même temps. Léo avait raison de se méfier, et Stéphane était toujours motivé par l'argent. Écoute, Stéphane. Léo s'assit dans le fauteuil. Je vais te faire une proposition. Si tu parviens à t'occuper de tes parents pendant 6 mois, sans savoir si tu recevras quelque chose à la fin, j'envisagerai de partager l'héritage. 6 mois? Stéphane tenta de dissimuler son désespoir. Et si j'avais besoin d'une garantie, comme une petite avance? Léo et Jean se regardèrent. C'était exactement ce à quoi ils s'attendaient. Quel genre d'avance? Demanda Léo. Pas grand-chose, dit rapidement Stéphane. Juste 500 000. Pour m'organiser, acheter les choses dont mes parents ont besoin. 500 000 pour t'organiser. Marie regarda son fils avec déception. Stéphane, combien dois-tu? Je ne dois rien. Stéphane mentit effrontément. C'est juste pour mieux investir dans votre bien-être. Léo se leva et alla à la fenêtre. Stéphane, tu sais quelle est la différence entre nous deux? Laquelle? Je me suis occupé de tes parents quand je pensais qu'ils étaient pauvres. Tu ne veux t'occuper d'eux que maintenant que tu sais qu'ils sont riches. La vérité tomba comme une bombe dans la chambre. Stéphane devint rouge, ne sachant que répondre. Léo, se leva également Jean.
Il y a quelque chose que tu dois savoir avant de prendre une décision. Qu'est-ce que c'est? Jean regarda Stéphane, puis Marie. Racontez-lui pour les dettes de Stéphane. Quelles dettes? Léo se tourna vers eux. Marie prit une profonde inspiration. Il y a 2 ans, Stéphane est venu nous demander de l'argent. Il a dit qu'il avait mal investi et tout perdu. Combien? Demanda Léo. 800 000 euros, répondit Jean. Nous avons vendu un terrain que nous avions pour l'aider. Et il a remboursé? Il a promis de rembourser en 6 mois. Marie regarda son fils avec tristesse. C'était il y a 2 ans. Léo regarda Stéphane, qui transpirait à grosses gouttes. C'est pour ça que tu as vendu la maison de tes parents? Stéphane ne répondit pas, mais la réponse était sur son visage. Stéphane, dit Léo avec un calme effrayant. Tes parents ont vendu un terrain pour t'aider. 2 ans plus tard, tu les as mis à la porte pour ne pas avoir à rembourser l'argent. Ce n'est pas comme ça. Tenta de se défendre Stéphane, mais sa voix était faible. C'est exactement comme ça. Jean s'approcha de son fils. Tu as eu peur que l'héritage serve à te réclamer ta dette, et maintenant tu veux 500 000 d'avance? Pour payer d'autres dettes que tu as faites, compléta Léo. Stéphane s'effondra. Toute la mise en scène, toute l'humilité forcée, tout s'écroula d'un coup. D'accord. Je dois de l'argent. Beaucoup. Et si je ne paie pas bientôt, j'aurai de sérieux problèmes. À qui dois-tu de l'argent, Stéphane? Demanda Marie, inquiète. À des gens qui n'acceptent pas les excuses. Stéphane s'assit sur le lit, vaincu. Des gens qui menacent et qui recouvrent leurs créances violemment. Léo regarda Jean et Marie, voyant la peur dans leurs yeux. Même après tout ce que Stéphane avait fait, ils s'inquiétaient encore pour leur fils. Combien dois-tu au total? Demanda Léo. 1,2 million, répondit Stéphane à voix basse. Et c'est pour ça que tu veux l'héritage? C'est pour ça que j'ai besoin de l'héritage. Stéphane releva la tête. Léo, ils vont me briser si je ne paie pas. Léo resta silencieux quelques minutes, réfléchissant. Jean et Marie attendaient sa décision, sachant qu'elle changerait leur destin à tous. D'accord, Stéphane, dit enfin Léo. Je vais payer tes dettes. Vraiment? Stéphane ne put dissimuler son soulagement. Mais à 2 conditions. Léo s'approcha de lui. Premièrement, tu travailleras pour moi pour le reste de ta vie. Salaire juste, mais tu travailleras. J'accepte. Deuxièmement, tu vivras avec tes parents et tu t'occuperas d'eux tous les jours jusqu'à leur départ. Et si j'apprends que tu les as maltraités ne serait-ce qu'une seule fois, tu me rembourseras chaque centime et tu partiras pour toujours. Stéphane regarda ses parents, puis Léo. Et si j'accepte tout ça? Alors tu auras la chance de devenir la personne que tes parents ont toujours voulu que tu sois. Marie se mit à pleurer d'émotion. Jean sourit pour la première fois depuis des semaines. Stéphane déglutit, sachant qu'il était devant la dernière chance de sa vie. J'accepte, dit-il en tendant la main à Léo. Léo lui serra la main, mais il y avait dans ses yeux un sérieux que Stéphane n'avait jamais vu. Stéphane, si tu me déçois, il n'y aura pas de 3e chance. Quand ils quittèrent l'hôtel, tous savaient qu'une nouvelle phase commençait. Léo avait gagné une vraie famille. Stéphane avait gagné une chance de rédemption. Jean et Marie avaient retrouvé non seulement leur maison, mais aussi l'espoir que leur fils puisse encore devenir une meilleure personne. Mais l'histoire réservait encore des surprises qu'aucun d'eux n'imaginait. L'histoire de Stéphane Lambert devint nationale en moins de 48 heures. Ce qui avait commencé comme un commérage local explosa sur les réseaux sociaux avec la force d'un tsunami. Des hashtags comme Adieu les vieux et le fils monstre dominaient Twitter. Des vidéos sur TikTok recréant la scène de l'expulsion devinrent virales, avec des millions de vues. Stéphane était devenu l'homme le plus détesté de France. Léo se réveilla le 3e jour en tant que multimillionnaire et consulta son téléphone. Des dizaines de notifications, des centaines de messages, des milliers de demandes d'amis de personnes qu'il ne connaissait même pas. L'histoire était dans tous les journaux, toutes les émissions de télévision, tous les sites d'information. Un fils expulse ses parents âgés et perd un héritage de 50 millions. C'était le gros titre du journal télévisé de 20 h sur TF1.
La photo de Stéphane sortant du cabinet de l'avocat était en première page, son expression de désespoir figée pour que tout le pays la voie. Léo s'approcha Jean, une télécommande à la main. Il y a quelque chose que tu dois voir. À la télévision, un reportage sur France 3 Régions passait. Le présentateur, avec ce ton dramatique typique, narrait l'histoire avec des détails dont Léo ignorait la provenance. Et maintenant, pour parler de cette affaire choquante, nous avons en ligne l'ex-femme de Stéphane Lambert, Valérie. L'écran se divisa, montrant une femme blonde, bien habillée, avec un sourire qui ne cachait pas sa satisfaction. Valérie, vous avez vécu avec Stéphane pendant 10 ans. Êtes-vous surprise par ses agissements? Surprise? Pas du tout, Anderson. Valérie parla avec une froideur qui glaça le sang de Léo. Stéphane a toujours été comme ça, égoïste, cruel, intéressé. Je me suis séparé de lui précisément pour ça. Et comment traitait-il ses parents quand vous étiez mariés? Avec un mépris total. Il les appelait poids mort devant mon fils. Il disait qu'il en avait marre de financer 2 vieux inutiles. Valérie ne ménagea pas les détails. Quand j'ai appris pour l'héritage, je n'ai pas été surprise qu'il ait tout perdu. Les gens comme lui finissent toujours par s'autodétruire. Léo éteignit la télévision, l'estomac noué. Elle le détruit à la télévision nationale. Et il le mérite, dit Marie à voix basse, mais il y avait de la tristesse dans sa voix. Je n'aime pas voir mon fils souffrir, mais il doit comprendre la dimension de ce qu'il a fait. Le téléphone de Léo sonna. C'était un numéro inconnu. Il répondit avec méfiance. Léo, ici la production d'une émission matinale. Nous aimerions vous inviter pour une interview demain matin. Non, merci. Léo raccrocha rapidement. Immédiatement, le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était de TF1. Puis M6, puis BFM TV. Tous voulaient interviewer le jeune homme au grand cœur qui avait hérité de 50 millions. Ça devient de la folie. Léo s'assit dans le fauteuil, passant les mains dans ses cheveux. Le pays entier parle de nous. Jean s'approcha et posa la main sur son épaule. Tu le regrettes? Je ne sais pas, répondit Léo avec une honnêteté brutale. Je ne sais pas si j'ai fait le bon choix. J'aurais peut-être dû laisser à Stéphane une partie de l'héritage. Pourquoi? Marie s'assit à côté de lui. Parce que maintenant, il est publiquement anéanti. Son ex-femme l'expose à la télé. Ses amis doivent avoir disparu. Le pays entier le déteste. Léo les regarda tous les deux. Personne ne mérite ça. C'est à ce moment qu'ils entendirent des coups désespérés à la porte. Ce n'étaient pas des coups normaux, c'était quelqu'un qui martelait le bois avec force. Jean ouvrit et trouva Stéphane de l'autre côté. Mais ce n'était pas le Stéphane soigné de la veille. C'était un homme brisé, cheveux en désordre, barbe naissante, yeux rouges d'avoir pleuré, vêtements froissés. Papa. Stéphane entra en chancelant. Ils sont en train de me détruire. Qui? Jean ferma la porte derrière son fils. Tout le monde. Stéphane se jeta sur le canapé, sanglotant. J'ai perdu mon emploi ce matin. Mon patron m'a appelé dans son bureau et m'a dit que l'entreprise ne pouvait pas être associée à quelqu'un qui maltraite les personnes âgées. Marie s'approcha de son fils, l'instinct maternel plus fort que la rancœur. Stéphane, maman, je suis persécuté. Stéphane leva son visage mouillé de larmes. Il y a des gens qui manifestent devant mon immeuble. Des pancartes avec Stéphane, le fils monstre. Mes voisins ont craché par terre quand je suis passé. Léo observait la scène, partagée entre la pitié et le sentiment de justice. Et tes amis? Quels amis? Stéphane eut un rire amer. Ils ont tous bloqué mon numéro. Personne ne veut être vu avec moi. Hier, j'ai essayé d'entrer dans un restaurant et le serveur m'a reconnu. Il a crié à tout le monde, « Regardez, c'est le type qui a mis ses parents à la porte. » J'ai dû partir en courant. Jean s'assit à côté de son fils. Et Valérie? Valérie adore ça. Stéphane s'essuya le nez avec la manche de sa chemise. Elle a donné des interviews à 3 émissions différentes. Elle a raconté des choses intimes, m'a humilié publiquement, a dit que notre fils avait honte de moi. Le petit Lucas, s'inquiéta Marie. Il va bien?
Il ne veut plus me voir, maman. Stéphane s'effondra de nouveau. Mon propre fils a honte de son père. Les copains à l'école se moquent de lui. Ton père, c'est le type de la télé qui a expulsé ses papis et mamies. Léo sentit un pincement au cœur. Stéphane, Stéphane leva la main. Tu as fait ce que tu pensais juste. C'est moi qui ai créé cette situation. Il se tourna vers ses parents. Papa, maman, je suis venu ici pour vous supplier. Pas pour l'argent, pour le pardon. Stéphane, commença Jean. Laissez-moi finir. Stéphane s'agenouilla devant eux deux. Je sais que je ne le mérite pas. Je sais que j'ai été un monstre, mais je vous demande une chance de prouver que je peux vraiment changer. Léo observait cette scène et sentit quelque chose de différent. Ce n'était plus le Stéphane arrogant demandant de l'argent. C'était un homme détruit, humilié, brisé. Un homme qui avait tout perdu à cause de sa propre cruauté. Stéphane s'approcha Léo. Si je te donne une vraie chance de recommencer, acceptes-tu n'importe quelle condition? N'importe laquelle, répondit Stéphane sans hésiter. Alors lève-toi et écoute-moi. Léo aida Stéphane à s'asseoir. Je vais payer tes dettes pour que tu ne te fasses pas tabasser. Je vais te donner un emploi honnête pour que tu puisses recommencer. Et je vais acheter une maison où tu vivras avec tes parents. Stéphane le regarda, incrédule. Pourquoi? Après tout ce que j'ai fait? Parce que tes parents m'ont appris que la vraie famille n'abandonne pas, même quand on le mériterait. Léo regarda Jean et Marie. Et parce que tout le monde mérite une seconde chance. Marie se mit à pleurer d'émotion. Jean sourit, fier du jeune homme qui était devenu son fils. Mais il y a une condition, continua Léo. Tu travailleras comme gardien dans une de mes entreprises. Salaire juste, mais travail humble. Et si tu te plains une seule fois, si tu maltraites tes parents une seule fois, si tu montres une once de ton ancienne arrogance, c'est terminé. J'accepte. Stéphane tendit la main. J'accepte tout. Léo lui serra la main, mais il y avait dans ses yeux un sérieux que Stéphane reconnut. Stéphane, c'est ta dernière chance dans la vie. À ce moment, le téléphone de Léo sonna. C'était le docteur. Pierre. Léo, vous devez venir au cabinet de toute urgence. La voix de l'avocat était tendue. Il s'est passé quelque chose qui pourrait tout changer. Qu'est-ce qui s'est passé? Léo sentit son cœur s'accélérer. Je ne peux pas en parler par téléphone. Venez tous ici, maintenant. Léo raccrocha et les regarda tous les trois. Nous devons aller au cabinet du docteur. Pierre. Il s'est passé quelque chose de grave. Jean et Marie se regardèrent, inquiets. Stéphane s'essuya le visage et se leva. Qu'est-ce que ça peut être? Demanda Marie. Je ne sais pas. Léo prit les clés de la voiture. Mais d'après la voix du docteur, ce n'est rien de bon. En quittant l'hôtel, aucun d'eux n'imaginait qu'ils étaient sur le point de découvrir un secret qui changerait complètement leur destin à tous. Un secret gardé pendant 50 ans et qui refaisait surface au pire moment possible. La véritable épreuve ne faisait que commencer. Le cabinet du docteur. Pierre était différent. Cette fois, il y avait plus de monde. Une dame élégante aux cheveux gris que Léo ne connaissait pas. Deux avocats inconnus et une atmosphère de tension qu'on aurait pu couper au couteau. Jean, Marie, Stéphane et Léo s'assirent, tous nerveux, attendant de découvrir quelle bombe était sur le point d'exploser. Famille Lambert, je vous présente Madame Gisèle Dubois. Le docteur. Pierre désigna la dame élégante. Elle est la sœur de feu le grand-père Robert et vient de déposer une réclamation légale sur l'héritage. Le silence dans le bureau fut absolu. Léo sentit son estomac se nouer. Stéphane pâlit. Jean et Marie se regardèrent, confus. Comment ça, une réclamation? Fut le premier à parler Jean. Madame Dubois se leva, s'appuyant sur une canne coûteuse, et les toisa tous avec supériorité. Mon frère Robert était fou quand il a fait ce testament. Laisser 50 millions à un petit-fils qu'il connaissait à peine. Ridicule. Madame, avec tout le respect que je vous dois. Léo se leva aussi. Monsieur Jean est l'héritier légitime depuis 20 ans. Était l'héritier légitime,
intervint l'un des avocats de Gisèle. Mais il y a une clause dans le testament original que vous ignorez. Le docteur. Pierre soupira, clairement embarrassé. C'est vrai. Il y a une clause finale qui ne devait être lue que si un membre de la famille d'origine contestait l'héritage. Le testament du grand-père prévoyait une clause d'indignité pour les héritiers qui maltraiteraient leurs ascendants, ainsi qu'une substitution fidéicommissaire qui autorise Jean à nommer un bénéficiaire. Comme il s'agit du patrimoine du grand-père sous condition, il n'intègre pas la réserve héréditaire de Stéphane tant que Jean n'est que fiduciaire. Par conséquent, le transfert à Léo est pleinement couvert par les clauses. Quelle clause ? Demanda Marie en s'agrippant au bras de Jean. Le docteur. Pierre prit un document jauni et commença à lire. Si un membre de la famille Dubois conteste cet héritage, le véritable test de caractère commencera. L'héritier devra prouver qu'il mérite la fortune par ses actions, non par ses droits. Qu'est-ce que ça signifie ? Léo était confus. Ça signifie, sourit cruellement Madame Dubois, que vous devrez passer un test final. Et si vous échouez, tout l'héritage me reviendra. Stéphane se leva, désespéré. Quel genre de test ? Le second avocat ouvrit un dossier. Robert Lambert était un homme sage. Il savait que l'argent révèle le vrai caractère des gens. Le test est simple. Léo doit choisir entre garder tout l'héritage pour lui-même ou le diviser à parts égales entre 3 groupes. Quel groupe ? Demanda Léo. Premier groupe, la famille Lambert d'origine, vous. L'avocat désigna Jean, Marie et Stéphane. Deuxième groupe, une institution de charité pour les personnes âgées abandonnées. Troisième groupe, lui-même. Léo regarda autour de lui, essayant d'assimiler. Et si je choisis de diviser ? Si vous divisez, continua le docteur. Pierre, vous prouverez que vous méritez d'être l'héritier. Si vous choisissez de tout garder, Madame Dubois récupère l'intégralité de l'héritage. Et il y a un délai. Madame Dubois se pencha en avant avec malice. Vous avez 5 minutes pour décider, à partir de maintenant. L'horloge sur le mur commença à résonner dans le silence tendu. Léo regarda Jean et Marie, qui l'observaient avec un amour inconditionnel. Il regarda Stéphane, qui était clairement désespéré mais essayait de ne pas le montrer. Il regarda Madame Dubois, qui souriait comme si elle avait déjà gagné. Je peux poser une question ? Léo s'adressa à Madame Dubois. Allez-y. Connaissez-vous l'histoire de la façon dont je suis arrivé ici ? Je sais que vous avez dupé une famille pour voler un héritage qui n'est pas le vôtre, répondit-elle avec mépris. Léo eut un petit rire. J'ai perdu mon emploi pour avoir hébergé 2 personnes âgées que j'ai trouvées en larmes dans la rue. J'ai dormi par terre pour leur donner mon lit. J'ai partagé mon unique repas quand je n'avais même pas d'argent pour moi. Histoire touchante, fit-elle avec dédain. Avez-vous déjà fait quelque chose de ce genre dans votre vie ? Léo s'approcha d'elle. Avez-vous déjà aidé quelqu'un sans rien attendre en retour ? Je ne suis pas idiote, répondit froidement Madame Dubois. La charité ne paie pas les factures. Léo se tourna vers Jean. Votre grand-père était-il comme elle ? Mon grand-père était tout le contraire. Jean sourit à travers ses larmes. Il disait que l'argent sans amour n'est que du papier peint. Léo regarda l'horloge. 3 minutes restantes. Docteur. Pierre. Léo se tourna vers l'avocat. Puis-je savoir combien vaut chaque part si je divise ? Environ 16 millions pour chaque groupe. Léo prit une profonde inspiration, regarda de nouveau tout le monde et sourit. Ma décision est prise. Et quelle est-elle ? Madame Dubois se pencha, anxieuse. Je choisis de diviser. Léo parla avec une fermeté absolue. 16 millions pour la famille Lambert. 16 millions pour la maison de retraite, 16 millions pour moi. Madame Dubois frappa le sol de sa canne, furieuse. Vous venez de perdre 50 millions, idiot. Non. Léo sourit encore plus. Je viens de gagner une vraie famille. Le docteur. Pierre sourit et prit une autre enveloppe. En fait, il y a une dernière clause que Madame Dubois ne connaît pas. Comment ça ? Elle se leva, alarmée. Robert Lambert a écrit une dernière condition. Le docteur. Pierre déchira l'enveloppe.
Si l'héritier choisissait de diviser l'héritage par pure bonté, il prouverait qu'il mérite non seulement les 50 millions d'origine, mais aussi 50 autres millions qu'il avait mis de côté pour ce moment précis. Le bureau explosa en exclamations. Madame Dubois tomba sur sa chaise, sous le choc. Stéphane regarda Léo comme s'il voyait un fantôme. Cela signifie que Léo hérite de 100 millions? Demanda Marie, incrédule. Non. Léo secoua la tête. Cela signifie que je vais maintenant diviser 100 millions en 3 parts égales, environ 33 millions pour chaque groupe. Madame Dubois se leva, furieuse. C'est ridicule. Je vais contester en justice. Vous pouvez contester, sourit le docteur. Pierre. Mais le testament est blindé. Robert Lambert a même prévu cela. Quand Madame Dubois et ses avocats sortirent en fulminant, le bureau ne contenait plus que la famille. Léo regarda Stéphane, qui pleurait en silence. Stéphane s'approcha Léo. Tes parents et toi venez de devenir multimillionnaires. Tu sais ce que ça signifie? Que tu es la meilleure personne que j'ai jamais rencontrée, répondit Stéphane en sanglotant. Et que j'ai failli détruire la famille la plus incroyable du monde. Léo serra Stéphane, Jean et Marie dans ses bras. Non, Stéphane. Cela signifie que nous avons tous appris que la vraie famille ne se mesure pas au sang ou à l'argent, mais à l'amour et à l'attention. Jean essuya ses larmes. Léo, mon fils, que ferons-nous avec tant d'argent? Nous allons construire la plus grande maison de retraite du pays, sourit Léo. Un endroit où aucun père ou mère ne sera jamais abandonné. Un endroit où chaque personne âgée sera traitée avec dignité et amour. Et comment l'appellerons-nous? Demanda Marie. La maison de retraite Robert Lambert, dit Léo en les regardant tous. En l'honneur de l'homme sage qui a créé le test le plus important de nos vies. 6 mois plus tard, la maison de retraite Robert Lambert était inaugurée lors d'une fête nationale. Stéphane travaillait comme coordinateur général, traitant chaque résident comme s'ils étaient ses propres parents. Jean et Marie vivaient sur la propriété, recevant des soins de première classe, mais aidant les autres résidents tous les jours. Léo s'était marié avec une médecin gériatre qu'il avait rencontrée sur le projet et dédiait sa vie à la cause. Stéphane ajusta la couverture d'un monsieur par un crépuscule pluvieux et sourit. Je vais apprendre à faire la bouillie comme maman l'aime. Lucas rendit visite à ses grands-parents, souriant aux côtés de sa mère. Un début de guérison. L'histoire devint un livre, un film, un documentaire, mais surtout, elle devint un exemple.